Coucou, on va étudier effectivement les clauses qui privent l'obligation essentielle de sa substance et ça fait écho à la partie sur le contenu du contrat avec le fait que l'article 1128 que j'avais précisé la dernière fois donne les conditions de validité au contrat. Donc dans la précédente vidéo, on a vu la notion notamment du consentement et qui se matérialisait par un formalisme par écrit à peine du coup de nullité, une nullité relative. Voilà, donc j'espère que en tout cas cette vidéo vous plaira. On va essayer d'être bref, succinct, clair et précis. Toujours dans la joie et dans la bonne humeur. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut aimer lire tout simplement. Ok, donc la formule de l'article 170 du Code civil est très générale et elle énonce que toute clause qui prive sa substance l'obligation essentielle du débiteur, donc celui qui doit l'obligation, est réputée non écrite. En d'autres termes, la jurisprudence Chronopost de 1996 est relative aux clauses limitatives de réparation. On a vu qu'il y avait des conditions de validité aux clauses, notamment qu'elles ne doivent pas déroger à l'ordre public et aux bonnes mœurs, qu'elles ne doivent pas priver le contrat de sa substance principale, et c'est dessus que la Cour va se baser pour donner sa jurisprudence, et ensuite qu'elle ne doit pas créer un déséquilibre significatif entre les parties. À ce moment-là, si cela se produit, alors l'article 1178 prévoit la nullité de ces clauses qui sont donc réputées comme étant non écrites en termes donc de sanctions. Effectivement, la clause limitative de réparation était inclus dans les contrats, soit entre professionnels ou particuliers. Et jusqu'à la jurisprudence Chronopost, c'était ça la première grande idée principale en fait qui en ressortait de la Cour. Et après une longue période d'hésitation jurisprudentielle, ce qui s'est passé, c'est que les clauses limitatives de réparation ont été clarifiées avec l'arrêt Forcia 2. Donc l'arrêt Forcia 2, il date du 29 juin 2010. 29 juin 2010. Attendez, parce que du coup, j'avais mis quelque chose d'autre. Oui, donc l'arrêt Forcia date du 29 juin 2010 et il stipule les dispositions suivantes, que seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle, l'obligation principale essentielle, souscrite donc par le débiteur de l'obligation de faire. Dans cet arrêt, la clause limitative de réparation qui contredit donc l'obligation essentielle est celle qui prive donc le contrat de sa substance essentielle. Et cette terminologie a notamment été reprise en termes de droit de la consommation pour les clauses abusives. Ça veut dire qu'elles sont abusives, présumées abusivement, elles sont irréfragables. Irréfragable, ça veut dire que c'est difficilement d'en apporter la preuve au contraire. C'est-à-dire c'est difficilement de dire qu'elles n'ont pas été abusives en soi. Donc c'est un régime qui n'est pas très favorable aux consommateurs si on y réfléchit bien. En tout état de cause, elles sont systématiquement réputées non écrites. Donc la condition de validité de la clause qui prive la substance de l'obligation essentielle au contrat a été du coup initialement prévue par la Cour en vocation de cette violation, et pour savoir si cette clause prive vraiment
la substance de l'obligation, on doit utiliser des indices. Donc, il y a plusieurs indices concordants, bien évidemment, et pas discordants à mettre en exergue. Plus précisément, quand ils sont utilisés avec la règle Forcia 2, cette fois-ci, c'est assez intéressant parce que ces indices, justement, permettent donc d'illustrer les critères qui sont posés par l'article 1170. On peut notamment, bon, du coup, je disais qu'il ne fallait pas confondre la clause de réparabilité quand on répare un dommage parce qu'il y a un déséquilibre significatif entre, dans le contrat, par exemple, comme dans l'arrêt Clément et Bayard, quand il y a un prix dérisoire, un déséquilibre significatif qui intervient. Là, c'est un peu le même principe. Donc, la clause de réparation, de réparabilité et la clause en responsabilité, ce n'est pas la même chose. On vient réparer un dommage qui résulte d'une faute. En l'occurrence, ici, on est dans le Chronopost et la faute lourde. Bref. Tandis que on sanctionne la faute. Cette faute, elle va être après indemnisable. Et là, c'est une clause d'indemnisation, de réparation. C'est pas la même chose. Ok. Donc, revenons à nos moutons. On est toujours en matière un peu de droit à la consommation pour dire qu'une clause a été abusive ou non. Jusque-là, tout va bien. Et on peut prendre effectivement l'exemple du prix dérisoire. Le prix dérisoire avec un plafonnement. Un plafonnement pour l'indemnisation qui est en général inférieur au montant de la contre-prestation. Alors, quels étaient les faits? Bon, je donne un exemple. Voilà, la vidéo fait 7 minutes 10. Je vais voir si à 9 minutes j'ai fini l'exemple. La société Chronopost s'engage à transporter un colis d'un point A à un point B. Jusqu'ici, tout va bien. En échange d'un paiement d'un prix de 50 €. Il s'agit donc d'un contrat synalamatique conclu à titre onéreux. En contrepartie d'avoir le colis, moi, je verse un prix. Mais néanmoins, le contrat contient une clause limitative de réparation qui limite à 40 € l'indemnisation de Chronopost en cas d'inexécution de son obligation de transport. Ça veut dire que si Chronopost n'a pas rempli son obligation, si elle n'a pas livré le colis, Chronopost devra me verser à moi, consommateur, 40 € parce qu'elle n'a pas exécuté correctement son obligation, nonobstant des conditions de temps et de lieu. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Cette indemnisation de 40 € est plafonnée. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà et en deçà. Il y a aussi les clauses pénales comme l'astreinte qui auraient pu donner 40 € par jour de retard. Ça veut dire que je vous livre un jour bien précis. Je vous livre le lundi 1er. Le vendredi 5, j'ai toujours pas mon colis, eh ben, je vais appliquer les 40 € de pénalité, comme dans la loi Hamon de l'ancien ministre, Hammon, qui disait justement qu'il y avait des pénalités de retard, notamment qu'on n'indexait pas, mais que c'était prévu légalement. Bref. À ce moment-là, on peut se dire que le plafonnement de 40 € serait dérisoire, car la société Chronopost pourrait ne pas exécuter le contrat et continuer malgré tout à s'engager dans un profit de 10 €, car, grâce au jeu de la clause limitative de réparation, l'obligation essentielle de la société Chronopost sera vidée de toute sa substance. Parce que, rappelez-vous, le prix du colis, je l'ai payé 50 €. Mais là, supposons que j'ai mis une indexation du prix pour d'indemnité de retard à 40 €, il y a une différence de 10 €.
Donc finalement, Chronopost reste gagnant parce que non seulement il a déjà pris les 50 € du colis, mais en plus il vous verse seulement 40 €. Donc en gros, vous restez perdant. Et c'est ça en fait qui prive l'obligation essentielle de sa substance. L'obligation principale, c'était de verser 50 € en échange de, mais cette obligation de faire n'a pas été exécutée correctement. La sanction, parce qu'il y a des clauses de réparabilité, on doit verser 40 €, mais on se rend compte que finalement, je suis perdant, moi consommateur, ben, il y a 10 € de différence et on se demande où est-ce qu'ils ont pu bien aller. Voilà, donc là, c'est juste la réparabilité, bien sûr, du préjudice financier. Je ne suis pas dans le préjudice moral ou dans la perte de chance qui n'est pas indemnisable, etc. Donc là, on est vraiment, du coup, dans ces termes. Si on a un très bon avocat, on aurait pu se dire, bon, ben, on aurait pu renégocier le prix, justement, de cette clause, le prix des 50 €, de le mettre 50 € d'indemnisation pour 50 € du colis, tout simplement. Parce que là, la clause devient abusive. Enfin, elle devient pas elle devient, en fait, elle devient abusive pour le consommateur qui finalement a perdu 10 €. On a abusé de ses droits. Voilà. Enfin, bref, c'est une longue histoire. Et puis, on peut surtout se dire que la réparation, le risque du débiteur dans la limite, la charge du créancier, nanana. Et donc, du coup, comme l'obligation principale était de 50 €, mais à cette obligation principale du contrat, on y a indexé une clause de 40 €, il y a une différence entre le contrat et la clause. La clause n'est pas valide. Et c'est la condition numéro 2 que pose justement l'article 1110, 1170 du Code civil, avec les 3 conditions. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Et le fait qu'il y a une invalidité de la clause en raison du prix qui était prévu par la clause qui privait l'obligation principale de sa substance, la sanction sera qu'elle sera réputée non écrite. On va faire comme si la clause n'existait pas. Sa sanction, ça sera son inexistence, si vous voulez. Et là, on va l'invalider. Et le fait de l'invalider, par contre, ça ne va pas entraîner la nullité totale du contrat. On va annuler seulement les dispositions qui y sont contraires. Le reste aura vocation à s'appliquer. Ok, bon bref, du coup, c'est une nullité partielle, assez restrictive, mais c'est une bonne chose parce que pourquoi recommencer tout un contrat, je ne vais pas dire juste pour ça, hein, mais bon, en fait, voilà. En 170, la clause est réputée non écrite. En droit commun de contrat, ne contient bien sûr aucune disposition supplétive. Une disposition supplétive, c'est comme on voit en première année, la différence entre une disposition supplétive et celles qui ont un caractère interprétatif. Je supplète une loi, ça veut dire je la complète par un amendement, par exemple, par une ordonnance, par une loi de rectification, une disposition supplétive. Une disposition rectificative, c'est quand on rectifie le texte sans le compléter par un autre. En gros, c'est ça, hein. Donc, c'est vrai, il ne faut pas trop avoir de lacunes quand on fait le droit des contrats parce que parfois, vous voyez, par exemple, je dis la clause, elle est insérée conventionnellement. Ça veut dire entre les parties. Et je n'ai pas dit, par contre, conventionnellement parlant, sauf disposition contraire expresse apportée par la loi ou le règlement. Ça veut dire que la loi et les règlements n'ont pas prévu les 40 €. C'est entre les parties, ok? La loi et les règlements auraient pu le faire parce que ça existe, notamment avec la loi Hamon, mais ça, c'est une disposition d'ordre interprétative. À ne pas confondre. Bref,
Et donc, où est-ce que j'en étais? Où est-ce que voilà. Voilà. Donc, après, la saga Chronopost, c'est très intéressante. Vous avez notamment l'article 15. Parce qu'ils ont fait un contrat. Donc, dans un contrat, il y a les dispositions préliminaires, voilà, nanana, nanana. Et vous pouvez mettre plusieurs articles. Article 1 du contrat, autant d'articles qu'on veut. Après, c'est pas bon, de surcharger le contrat d'articles, etc. Et donc là, vous aviez l'article 15 qui disposait que, en cas de préjudice prouvé résultant d'un dépassement du délai, d'acheminement, ça veut dire au lieu de m'avoir livré lundi, j'ai dépassé le délai, je l'ai livré vendredi, du fait du transporteur, donc c'était la faute du transporteur. Le transporteur, c'est qui? C'est la partie finalement professionnelle au contrat. C'est la partie qui aurait dû, avec diligence, exécuter son obligation de faire. Et pour s'exonérer de sa faute lourde finalement, elle devra apporter des preuves notamment irréfragables, pour pouvoir dire qu'elle n'a pas fait d'inexécution, son inexécution du fait de son retard. Alors, est-ce qu'on peut se dire que c'est une obligation de résultat ou une obligation de moyens? À mon avis, on est plus sur une obligation de résultat. Résultat, ça veut dire de tout faire pour arriver au résultat. Il faut pas changer midi à 14h. Moyen, ça veut dire en plus ma voiture avait pas eu d'essence, il faisait pas très beau, je me suis trompée, mon GPS, nanana, j'avais pas les moyens qui ont fait que j'ai pu... Résultat, c'est un petit peu plus... professionnellement parlant, on est plus sur une obligation de résultat à mon sens. Enfin bref, donc tout ça pour dire ça sur l'arrêt Chronopost 96. Mais ce n'est pas fini parce qu'en 2002, et oui, la Cour de cassation, alors c'est pas un revirement de jurisprudence forcément, mais une jurisprudence d'ordre supplétive. Bref, et donc c'est une jurisprudence qui, du coup, qui visait l'article 1131 à l'époque, devenu 1170, dont la solution dégagée est la suivante. Dans un arrêt de cassation, pour comprendre la solution du juge, ça veut dire son résultat final du verdict, le résultat final de la décision, il faut lire l'attendu. Donc là, on s'est dit, attendu que, pour déclarer inapplicable le contrat de type de messagerie, donc c'était l'effet sur la deuxième Chronopost de 2002, que le contrat comporte une obligation particulière de garantie et de délai de fiabilité qui rend inapplicable les dispositions du droit de transport. Donc en gros, c'est toujours la même chose. Je dois livrer quelque chose, j'ai pas reçu le message, nanana, nanana. Il y a la théorie notamment des correspondances. Si je... Voilà, l'interception sans altération du message. Et là, toujours dans l'attendu du juge, qui dispose qu'attendu quand, statuant ainsi, après avoir décidé que la clause limitative de responsabilité du contrat de retard de livraison, donc là on était sur le retard de livraison et pas sur le prix de la clause limitative de responsabilité, était donc réputée non écrite par l'article 1170. Voilà. Et du fait de ce retard, vous aviez justement le plafond d'indemnisation qui est apparu. Donc le plafond d'indemnisation qui est fixé conventionnellement et que que c'était susceptible d'emporter la faute lourde. Donc, parce que c'est une faute professionnelle finalement, la faute lourde du transporteur qui pouvait être tenu en échec, à charge de lui de prouver le contraire. Sauf que là, on est déjà en cassation, donc du coup, voilà. Et donc, c'était à la cour d'appel qui avait violé les textes susvisés.
Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2002, numéro 99 12 554. Ok, donc voilà. Alors, je vais un petit peu accélérer le mouvement. La clause limitative de réparation stipulée par les parties parfois peut conduire à appliquer une clause de type de valeur réglementaire dont le contenu est strictement identique. Toutefois, l'arrêt de 2002, voilà, réparation écartée. Bref, retenez juste que s'il y a eu la faute lourde, parce que justement, voilà. Mais en fait, il y a la faute lourde, mais la clause limitative de responsabilité du fait du retard, une faute lourde avec la clause limitative, on peut se demander justement s'il n'y avait pas eu cette clause insérée au contrat principal, la privant ou pas de son obligation essentielle, est-ce que quand même la faute lourde aurait été caractérisée. Donc moi, dans ce commentaire d'arrêt, c'est ce que j'aurais mis en problématique. Même en absence de clause, est-ce que la faute lourde aurait ou n'aurait pas été retenue? Voilà, un problématique, un commentaire d'arrêt, vite fait. Pourquoi pas? Parce que ça se tient finalement dans le raisonnement. Eh ben, nous en avons fini avec tout ceci. Nous en avons fini avec tout ceci. Je rentre pas dans les petits détails. Quoi que je devrais, je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose. Et ben, je vous remercie beaucoup d'avoir... Ah oui, bon, alors, stop. Non, c'est pas encore la fin. Juste vu qu'on a vu beaucoup de choses, notamment avec les vices du consentement, l'erreur, le dol et la violence. Là, est-ce que vous vous dites, par exemple, que c'était un dol de la part du professionnel de Chronopost, soit de ne pas avoir livré la chose dans les temps, dans le temps, dans les délais impartis? Est-ce que vous pensez que c'est justement une faute dolosive? Voilà. Donc, techniquement, oui, hein, parce qu'en plus, bref, techniquement, oui, et que ça a entraîné la nullité du contrat sur le fondement de l'article 1137 du Code civil. Voilà, tout simplement, parce que ça reste un dol. Et par la définition, c'est le fait de ne pas avoir exécuté sciemment son contrat. Donc, finalement, oui. Et voilà. Voilà. Donc, le terrain de réparabilité, c'est l'article 1231-3 qui le prévoit. Faute intentionnelle qui s'attache à la gravité de son comportement. Bon, je trouve qu'ils ont été... Alors maintenant, il y a tellement de livreurs, parce que là, c'était en 2002, c'était avant les Uber, les trucs comme ça. Hein. Maintenant, ça se fait tellement. Mais maintenant, les livreurs ne se dégagent de leur responsabilité parce qu'ils sont quand même très professionnels. Ils vous envoient le plus souvent un message. Donc, Chronopost 2, ils n'avaient pas envoyé de message, par exemple. Secret des correspondances. Là quand même, de nos jours, on vous envoie beaucoup de messages et on vous dit votre colis est à tel ou tel stade de l'acheminement, il est au port, il est sorti du port, il est maintenant au tri dans un entrepôt. Maintenant, c'est le livreur qui a telle ou telle voiture qui va le livrer. Maintenant, vous allez le voir à votre porte entre midi et 13h, etc. Maintenant, il y a vraiment un grand suivi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence. Au début, quand c'était un petit peu aussi l'ère d'Amazon, où on livrait beaucoup sur Internet, on n'avait pas toujours nos colis dans les temps espérés. Et parfois, ça pouvait, justement, quand ils avaient une connotation soit professionnelle et vous étiez le consommateur,
être perçu comme étant abusivement, voilà, parce que eux, finalement, ils vous indemnisaient, mais ils vous indemnisaient toujours moins que le prix sur lequel vous aviez acheté la chose litigieuse en question. Voilà, donc là, on va vraiment conclure. On va vraiment conclure. C'est vrai qu'on aurait pu en parler pendant 10 heures et des heures. Mhm. Des heures et des heures, mais toute bonne chose a une fin. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois, ça sera plus sur les clauses abusives de l'article 1171, etc. Alinéa 2 pour le déséquilibre significatif, mais sur d'autres dispositions du droit des contrats. À bientôt.